Dans l'histoire de l'humanité, il y a, disons, depuis 15 000 ans, il y a eu 3 grandes transformations. La première, il y a environ 12 000 ans, a débuté ce qu'on a appelé la révolution néolithique, c'est-à-dire le début de l'agriculture, la domestication des plantes et des animaux. Par la suite, il y a 5 000, 6 000 ans environ, ça a été la naissance des royaumes et des empires, parce que ça a vraiment eu un impact sur les autres sociétés. Puis, également, il y a quelques siècles, ça a été la naissance du capitalisme. Ce qui fait que, dans l'histoire de l'humanité, pour aussi loin qu'on peut remonter, il y a eu 4 grandes formes d'organisation sociale. Puis la première, c'est les chasseurs-cueilleurs, ceux-là qui avaient déjà, avant qu'il y ait la révolution néolithique. Puis on pense connaître quand même assez bien cette forme d'organisation sociale-là, parce qu'encore au 20e siècle, il en existait, même au Québec, les Inuits, les Micronautiens en Amérique du Sud, puis dans différents pays. Ces sociétés-là ont plusieurs caractéristiques en commun, dont en particulier le fait de vivre dans la nature. Alors, ils utilisent les ressources qui sont immédiatement disponibles, telles que du bois, des pierres, l'écorce des arbres, des coquillages, les os des animaux qu'ils ont tués. Puis, ils vivent en petits groupes, ils ne sont pas très nombreux. Par exemple, un Inuit, dans sa vie, pouvait rencontrer seulement quelques centaines de personnes. Règle générale, donc, ils vivaient en petits groupes de 20, 40 ou une centaine de personnes. Puis, ils se déplaçaient. Mais ils ne se déplaçaient pas tant que ça au hasard. Ils étaient nomades, mais ils connaissaient bien les ressources de leur territoire. Alors, ils savaient qu'à telle période de l'année, ils vont pouvoir pêcher le poisson dans telle rivière. Ensuite, il va y avoir beaucoup de bleuets là-bas. À l'hiver, on va aller chasser l'orignal. Ils connaissaient bien donc les ressources de leur territoire, puis ils se déplaçaient en fonction de ça. Leur technologie était rudimentaire, mais quand même efficace. Ils avaient des arcs, des flèches. En Australie, les aborigènes utilisaient des boomerangs. Il y en a qui avaient des harpons, des filets pour faire la pêche. Puis, ils vivaient relativement bien. On appelle ça une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'ils vivaient au jour le jour. Ils pouvaient pour travailler pour obtenir leur subsistance 3, 4, 5 heures dans une journée. Puis après, c'était tout. Il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre aujourd'hui. Puis le lendemain, ils recommençaient. Alors, ils ne faisaient pas vraiment de provisions. Il n'y avait pas vraiment de richesse. Il faut dire qu'il n'existait pas de classe sociale dans ces sociétés-là, en grande majorité. Parce que les gens partageaient énormément. Il y avait un esprit communautaire. Par exemple, il y avait une ethnologue qui demandait à des San, eux c'était des aborigènes qui vivaient dans le désert du Kalahari, en Afrique. Donc, elle demandait, oui, mais quand un chasseur là, réussit à tuer son gibier, là, est-ce qu'il n'est pas tenté de garder la proie juste pour lui-même ou pour sa famille? Puis là, le monde est parti à rire, dit, ben voyons, c'est les lions qui vivent comme ça. Nous autres, les humains, on partage tout. Alors, le meilleur chasseur, admettons, il ne vivait pas nécessairement mieux que le chasseur qui était moins bon parce que tout le monde partageait tout le temps. Il n'y avait pas vraiment de richesse. Puis ils ne pouvaient pas tellement accumuler de biens étant donné qu'ils étaient nomades. Alors, il y avait à transporter ces choses-là. Alors, ils gardaient juste le strict minimum. Les rôles sexuels étaient très importants dans les sociétés des chasseurs-cueilleurs. C'est à peu près le contraire de nous autres, dans le fond. Nous autres, on a un certain idéal d'unisexe, qu'on pourrait dire, que les hommes font des activités de femmes, puis les femmes font des activités d'hommes. Tu sais, il n'y a pas vraiment de stéréotypes sexuels. Dans ces sociétés-là, c'est vraiment le contraire. Les rôles sexuels sont forts. Alors, c'est les hommes, admettons, qui fabriquent les canots, qui vont à la chasse, tandis que les femmes font de la couture, différentes activités, peuvent faire de la poterie, mais en général, toutes les activités que font les hommes, les femmes ne vont pas les faire, et inversement. Et même les vêtements pouvaient être distincts en fonction du sexe aussi. Une autre caractéristique, c'est une éthique de non-intervention. On constate que les chasseurs-cueilleurs étaient différents de nous. Nous, on essaye un peu de contrôler le comportement des autres. Disons, on dit à un enfant, « OK, hey, c'est quoi le mot magique? Merci, oui, c'est ça. » C'est le professeur, admettons, qui va dire à ses élèves, « S'il vous plaît, taisez-vous. » Ou le patron qui va dire, « Allez, on accélère la cadence, s'il vous plaît, les employés. » là. Chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait comme une grande liberté. On n'essaie pas de contrôler le comportement des autres. Par exemple, chez les Inuits, supposons qu'un enfant de 2 ans, autrefois, ramassait un couteau. Un couteau pointu, là. Hein, on va essayer d'amuser l'enfant. « Hey, viens-tu jouer à ça? Hein? » On va essayer de le distraire pour qu'il laisse tomber le couteau, mais on ne peut pas, comme tel, y enlever le couteau. Supposons qu'il y a un cas de violence conjugale. L'homme bat sa femme. Les voisins regardent. Pas fun. Hein? Mais personne ne va intervenir. On n'a pas l'idée de contrôler le comportement des autres, contrairement à notre société.
Une autre caractéristique encore, c'est la disponibilité du temps. Tu sais, comme nous, on est vraiment timé. On est vraiment, tu sais, le temps est vraiment important. On a un agenda. Quelle heure qu'il est? Oh non, je suis arrivé 5 minutes en retard et je m'excuse. Chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas comme telle la notion du temps. Il existait, bien sûr, les gens vivaient dans la nature, puis en fonction des saisons. Comme, par exemple, les Anishinaabe, en Abitibi, avaient 6 saisons, eux autres. Il y avait janvier, février, qui étaient les mois les plus froids. Mars, avril, c'est le printemps. Mai, juin, le début de l'été. Juillet, août, ben là, c'est les grosses chaleurs d'été. Septembre, octobre, ça commence à rafraîchir. Novembre, décembre, là, c'est l'hiver qui revient. T'sais, ils vivaient beaucoup en fonction des saisons, mais comme tel, il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas d'heure. Il y allait en fonction de la température. Si on donne rendez-vous à quelqu'un, oui, on va se donner rendez-vous, admettons, à la prochaine pleine lune. Ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre. Mais contrairement à nous, ils n'étaient pas guidés par le temps. Le temps était disponible pour eux. Mais surtout, la grande caractéristique, je pense, la plus fondamentale qu'ils avaient par rapport à nous, puis qui est la plus incompréhensible pour nous, c'est les croyances surnaturelles. Tous les peuples de chasseurs-cueilleurs avaient certaines croyances mythiques. Peut-être, on aurait pu penser, admettons, que les gens d'autrefois, là, quand ils regardaient le soleil, ils disaient « Hey, le soleil, c'est quoi ça? Ça réchauffe, on voit qu'il semble se déplacer dans le ciel, mais on ne le sait pas. Peut-être qu'un jour, on aura la science, puis on saura c'est quoi le soleil. La lune, la même chose. Les nuages, tu sais, il y a des nuages, c'est quoi ça, un nuage? Puis des fois, il pleut, d'autres fois, il ne pleut pas. Pourquoi? Nous autres, on ne le sait pas. Peut-être qu'un jour, on le saura. Mais c'était vraiment pas comme ça. Il existait tout le temps des croyances collectives pour expliquer tout ce qui existe. Même les phénomènes, que ce soit les phénomènes naturels ou culturels, donc on expliquait pourquoi les astres existaient, pourquoi il y avait le soleil, etc. Mais on expliquait aussi d'où venaient les arcs. Bien, les arcs, à l'origine, là, c'est tel Dieu qui a fabriqué ça, puis qui l'a montré à nos ancêtres, et depuis ce temps-là, on fabrique les arcs de cette manière-là. Mais, tu sais, ils s'enlevaient la responsabilité en quelque sorte. Ils ne pensaient pas que c'est les humains, c'est les dieux qui avaient donné ça. Qui a inventé les vêtements? Bien, c'est tel Dieu à l'origine qui a inventé les vêtements. Par exemple, les Macronotis en Amérique du Sud, ils expliquaient que d'où ils venaient, eux, bien, leurs ancêtres vivaient sur la terre qui est au ciel, puis un jour, il y a quelqu'un qui creusait un trou et dit « Hey, il y a une autre terre en bas. » Alors là, les Macronotis les plus courageux ont pris une liane et sont descendus, mais quelqu'un a coupé la liane et depuis ce temps-là, ils vivent dans la forêt amazonienne parce qu'ils ne peuvent plus remonter. C'est un exemple de croyance. D'autres, admettons, comme une femme inuit est enceinte, puis quand elle sort de l'igloo, il faut qu'elle sorte d'un mouvement, là, tu sais, vraiment d'un élan, en quelque sorte. Il ne faut pas qu'elle traîne, il ne faut pas qu'elle dise « je sors puis je rentre », parce que sinon, quand le bébé va vouloir sortir, il va dire « oh non, je rentre ». Tu sais, il va prendre l'exemple sur sa mère. Donc, la mère doit donner l'exemple qu'en sortant de l'igloo, il faut que ça soit facile. D'autres exemples encore, chez les Inuits, ils croyaient en la réincarnation, puis ça se faisait par le nom de l'individu. Quand quelqu'un décède, admettons, si on veut qu'il ressuscite, bien, au prochain nouveau-né, on va l'appeler par son nom, puis à ce moment-là, on pense que la personne, étant donné qu'on lui donnait ce nom-là, bien, il va avoir les caractéristiques de la personne qui était décédée. Un autre exemple, c'était en Mongolie. Il expliquait comment, au départ, il y avait comme un bon esprit qui avait décidé de créer un homme et une femme, donc il les a modelés, mais là, il dit « Oh non, j'ai oublié leur âme. » Alors, il dit aux chiens, il dit, « Regarde, là, tu vas surveiller eux autres. » Les chiens, dans ce temps-là, il n'y avait pas de fourrure, il y avait juste une peau comme ça, puis ils parlaient dans ce temps-là, les chiens. Alors, le bon esprit s'en va chercher l'âme, mais pendant ce temps-là, le mauvais esprit arrive, puis là, le chien dit « Hey, t'as pas le droit de te rapprocher. » Mais là, il dit « Hey, t'as pas de fourrure. Si tu veux, je vais te donner une fourrure, mais tu me laisses parler aux humains. » OK. Là, quand le bon esprit revient, sans doute, il regarde le chien et dit « Hey, comment ça, t'as une fourrure? » « Ouais, c'est parce que j'ai jasé avec le mauvais esprit. « Hey, je t'avais dit de ne pas faire ça pour ta punition. À partir de maintenant, tu vas aboyer, tu ne seras plus capable de parler. » Et c'est depuis ce temps-là que les chiens ont une fourrure et qu'ils aboient. Ça donne un bon exemple. C'était quoi leur style de croyance? Puis ça avait des conséquences, là. Entre autres, ils pensaient que c'était nécessaire dans certaines sociétés de faire des initiations. Un exemple d'initiation. Chez les Pygmées,
il fallait tailler les dents des garçons en pointe. Ça se passait vers l'âge de 10-12 ans. On prenait le garçon, puis là, à froid, on y taillait les dents pour que ça vienne en pointu. Ensuite, il y avait la circoncision aussi qui devait confronter. On arrachait un bon morceau de peau. Ça variait selon les sociétés, des choses comme ça, mais souvent, c'était dû au mythe. Les dieux ont voulu qu'on fasse ça à l'origine, puis nous autres, il faut garder ces traditions-là. Donc, c'est pas facile de comprendre pourquoi c'était comme ça, pourquoi les humains ont eu besoin dans l'histoire de s'inventer des affaires, dans le fond, des croyances qu'on pourrait dire un peu capotées, en tout cas pour nous autres, en tout cas des choses qui n'étaient pas rationnelles, mais pour eux autres, c'était la vérité. C'est vrai qu'il en reste encore quelque chose. Supposons qu'on va à l'église, là, on va nous parler de la multiplication des pains, de « Ah, Jésus qui a ressuscité, je vous bénis ». Tu sais, tout ça, c'est dans le monde de la foi. Puis les sociétés d'autrefois de chasseurs-cueilleurs croyaient à ça vraiment dur comme fer. Tu sais, tous les humains croient, sont un peu comme, en tout cas, socialisés aux croyances de leur société, même si c'est des choses mythiques. Bon, les croyances de ces sociétés-là vont être transmises aux formes d'organisation suivantes. Les autres sociétés qui vont suivre celles de chasseurs-cueilleurs, les croyances vont se transformer, mais la religion va toujours être là. Tu sais, c'est comme si la base historique là, va se poursuivre dans les sociétés ultérieures. Puis c'est quand même surprenant que malgré ça, les chasseurs-cueilleurs, ils ont quand même assez bien réussi. Tu sais, ils ont réussi à survivre pendant des milliers d'années, même quand il y avait des périodes de glaciation. Puis, ils ont réussi, leur point de départ, c'était en Afrique, mais ils ont réussi à se répandre en Europe, en Asie, en Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a 15 000 ans, il y en avait partout, sauf en Antarctique, parce que là, vraiment, c'était pas vivable. Voici les caractéristiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Leur milieu de vie se situe dans la nature. Les technologies sont rudimentaires. La population est peu nombreuse et nomade. Il y a une économie de subsistance, c'est-à-dire que les gens vivent au jour le jour. Le partage des ressources est accepté par tous les membres, donc il n'y a aucune classe sociale. Le rôle de chef est prestigieux, mais il ne possède aucune autorité sur les membres du groupe, puis il n'y a pas vraiment de privilèges. Il y a une éthique de non-intervention, c'est-à-dire qu'aucun contrôle n'est exercé sur le comportement des autres individus. Le quotidien se caractérise par la disponibilité du temps. Les rôles sexuels structurent les tâches de chacun et de chacune. La croyance en l'animisme est généralisée, c'est-à-dire que tout ce qui existe est expliqué par l'action des dieux et des milliers de peuples de chasseurs-cueilleurs ont existé, répartis sur tous les continents, sauf bien sûr l'Antarctique.